Bien. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer cette journée. Donc, c'est une journée que nous organisons depuis maintenant de nombreuses années sur les notions clés de l'éthique. Alors, elle arrive au milieu de l'année, plutôt en début de deuxième semestre, là, pour essayer de poser quelques repères dans le domaine, le périmètre de la réflexion éthique. Donc, c'est des notions qui sont que vous pouvez retrouver notamment sur le site de l'espace éthique, parce que les sessions précédentes ont été pour la plupart filmées, comme celle d'aujourd'hui. Donc, dans les sessions précédentes, nous avions traité des concepts comme des notions, on verra un peu justement la subtilité, des notions comme celles de limite, d'intégrité, de standard, de justice, gratitude, hospitalité, transparence. Voilà, donc un champ assez hétéroclite, assez divers de notions. Et aujourd'hui, on a choisi de se concentrer sur 5 notions. Donc ce matin, nous travaillerons la notion d'autonomie avec Fabrice Gzil en première partie. Ensuite, celle d'accompagnement en deuxième partie avec Sébastien Claes. Et puis cet après-midi, nous commencerons par la notion de lien avec Sébastien Moser, que vous avez déjà eu en cours. Puis la notion de confiance, donc aussi dont on a commencé à aborder pour les M1 hier. Et enfin, on finira avec Emmanuel Hirsch avec la question du care, des vulnérabilités. Voilà, donc c'est un programme qui va vous donner des repères, évidemment non exhaustifs. L'idée, c'est véritablement de dire que ces notions-là, si elles sont des bases, elles ne sont pas pour autant des blocs monolithiques, et qu'elles sont traversées par des contradictions. Elles sont traversées par une histoire aussi qu'il faut connaître pour ne pas considérer ces notions comme des notions naturelles, ne pas naturaliser ces notions et toujours les recontextualiser, les repolitiser, les re-questionner pour qu'elles restent efficaces aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui. Alors, simplement, je vais dire un mot sur un petit peu la façon dont je conçois la réflexion éthique et notamment comment la réflexion éthique, le questionnement éthique peut faire usage de ces notions. Et ça va être quelque chose qui va vous suivre. Ça va vous suivre notamment dans vos écrits, lorsque vous allez devoir écrire votre mémoire, puis si vous continuez, lorsque vous allez devoir peut-être en thèse, si jamais certains continuent en thèse, vous allez devoir faire usage d'un certain nombre de notions très très hétérogènes et très complexes les unes comme les autres. Et donc, voilà, l'idée c'est de savoir comment on peut se positionner, comment on peut créer finalement une posture de réflexion en éthique, quelle est la nature de cette posture et quel est l'usage que l'on peut faire de ces notions par rapport à cette posture-là. Alors, moi j'ai l'habitude de parler de bricolage conceptuel. J'ai dû déjà en parler avec certains d'entre vous. Pourquoi cette notion de bricolage conceptuel de l'éthique ? Alors déjà, il y a un point de départ un peu historique. C'est l'idée que l'éthique a subi au cours de son histoire ce que l'on appelle une crise des fondements. La crise des fondements de l'éthique, ça revient à dire qu'il est très difficile, il a été très difficile, et il est encore a fortiori aujourd'hui très difficile, de trouver un fondement à notre réflexion éthique. Le fondement à une réflexion éthique, c'est quoi ? Par exemple, une tradition morale. Une tradition morale pourrait être avec donc une tradition morale constituée de normes et de principes, par exemple, pourrait être évidemment le fondement de notre réflexion éthique contemporaine. Par exemple, la déontologie kantienne pourrait être, donc la déontologie kantienne qui met au centre la question des normes, la question de la normativité de nos comportements, pourrait être un des fondements de l'éthique. Or, elle a été bousculée, elle a été questionnée, elle a été critiquée par d'autres théories morales, par exemple, pour en citer qu'une, le conséquentialisme, qui considère que ce qui est important, ce n'est pas tellement les normes de notre action, mais c'est les conséquences de celle-ci, et qu'une action serait considérée comme bonne si les conséquences de celle-ci sont bonnes, non pas l'action en elle-même.
Et donc ici, nous avons dans l'histoire de l'éthique des controverses qui ont eu lieu entre différentes théories morales, entre différentes traditions morales, qui a provoqué ce que l'on peut appeler une crise des fondements, la difficulté à asseoir véritablement le socle théorique, hein, le socle un petit peu voilà, normatif de la réflexion éthique. Donc ça, c'est le premier élément qui pousse à parler de bricolage, parce que le bricolage, typiquement, c'est une entreprise non fondationaliste dans le sens où le bricolage, la célèbre définition du bricolage, c'est celle de Claude Lévi-Strauss dans La pensée sauvage, un chapitre, c'est un chapitre de La pensée sauvage, qui est la définition dominante actuellement de la notion de bricolage dans la littérature. Le bricolage se définit comme l'exploitation créative des ressources ou des matériaux existants. C'est faire avec les moyens du bord, en quelque sorte. C'est-à-dire que le bricolage s'oppose en quelque sorte aux pensées fondationnelles, dans le sens où le bricolage est l'œuvre de l'activité humaine lorsque celle-ci ne repose pas précisément sur des choses très solides qui sont là et qu'on peut utiliser, comme l'ingénieur avec ses théories, avec son instrumentation, etc. Le bricoleur, lui, dans un contexte particulier, il essaye d'exploiter au mieux les ressources de ce contexte. Il essaye de faire avec, finalement. Claude Lévi-Strauss parle ainsi du bricolage. Il s'agit de faire avec l'environnement, le contexte et les ressources qui sont présents, et peut-être même de les détourner, voire de les braconner. Voilà, donc il y a cette idée, il me semble, dans l'éthique, et moi je le vois beaucoup dans les travaux de recherche en éthique que vous menez ou qui sont faits en thèse. Il y a un peu cette idée, effectivement, de braconnage des théories morales. C'est-à-dire qu'on va faire exploser la suffisance des théories en éthique. Regardez ce qu'a fait dans les années 90 Ben Mepham. Par exemple, Ben Mepham, c'est un bioéthicien anglais de l'université de Nottingham, de l'université de Nottingham, qui est un des centres pionniers en bioéthique au niveau mondial, après les centres américains évidemment, mais qui sont tout de même assez en avance. Dans les années 90, Ben Mepham fait un geste de braconnage en éthique, et en prenant les trois principales théories morales disponibles à cette époque-là, le conséquentialisme, la déontologie kantienne et la théorie de la justice, et en extrait un axiome minimal, donc, qui va lui permettre de créer une matrice, qu'il va appeler la matrice éthique. J'en ai déjà parlé en cours ou pas? Un petit peu, voilà. Et donc, lorsqu'il fait ça, lorsqu'il extrait une axiomatique minimale des théories morales, voilà, donc ça peut être, dans son cas c'est un principe, donc il refait le geste du principlisme, qui était déjà une forme de braconnage des théories morales, puisque le principlisme, lorsqu'il extrait par exemple le principe d'autonomie de la déontologie kantienne, il prend que le principe d'autonomie pour bricoler avec ce principe-là, mais il ne prend pas toute la suffisance de la théorie kantienne, ce qui va lui permettre au principlisme, puis au principlisme spécifié qui suivra, notamment celui de Ben Mepham, ce qui va lui permettre de créer des compositions complètement inédites entre plusieurs principes, ce qui est impossible lorsqu'on est dans une théorie morale. Puisque le principe de la théorie morale, c'est d'être un système clos, fermé, qui ne discute pas avec d'autres systèmes. Ça, c'est une des limites des théories. Donc, il y a en éthique ce genre de bricolage. Ce genre de bricolage, on va essayer de faire avec les ressources. Ceci étant dit, là où il faut sortir de Lévi-Strauss et le dépasser, avec notamment Jacques Derrida et sa critique du concept de bricolage chez Lévi-Strauss, c'est que Lévi-Strauss a tendance à opposer bricolage et science. On l'a compris, et il opposait, lui, la figure du bricoleur à la figure de l'ingénieur. Derrida critiquera cette opposition que fait Lévi-Strauss entre le bricoleur et l'ingénieur, en disant que finalement, en faisant ça, Lévi-Strauss crée le mythe de l'ingénieur, crée le mythe selon lequel l'ingénieur, lui, n'est pas un bricoleur, ou que le scientifique, lui, n'est pas un bricoleur. Et Derrida dit, dès lors que l'on cesse de croire à un tel ingénieur, dès lors que l'on admet que tout discours fini est astreint à un certain bricolage, alors on comprend que l'ingénieur
ou le savant, ou le scientifique, sont aussi des espèces de bricoleurs. Et donc, ce que je voudrais dire ici, c'est que la revendication d'un bricolage n'est pas une revendication qui nous extrait du champ de la rationalité, qui nous extrait du champ de la science, qui nous extrait du champ de la rigueur. C'est simplement un mode, si vous voulez, un mode d'existence de la création des connaissances qui fait un autre usage des matériaux à notre disposition, qui n'en fait plus un usage fondationnel, c'est-à-dire un usage qui dépend d'une tradition, d'un héritage, qui en fait un usage plus libre, un usage peut-être un petit peu plus subversif, un petit peu plus de l'ordre du braconnage. Mais c'est un usage rationnel quand même des matériaux. Et donc, il me semble qu'on est dans l'éthique, dans ce champ-là, dans le champ d'un bricolage, on va dire, mesuré, ou d'un bricolage pensé, ou d'un bricolage raisonnable des concepts, des notions, des matériaux, pour utiliser un terme plus général. Donc il y a évidemment dans tout processus scientifique, dans tout processus philosophique, et a fortiori en éthique, une part d'intuition, une part de pragmatisme, une part de détournement conceptuel. Donc il y a ce qu'on peut appeler une sorte de bricolage conceptuel. Alors venons-en maintenant, et je ne veux pas être trop long, à cette idée c'est la deuxième partie, donc conceptuelle. On a compris un petit peu de ce qui est relevé sous la notion de bricolage. Qu'en est-il de la question des concepts ? Il me semble qu'on a affaire, et les notions qu'on va traiter aujourd'hui peuvent être considérées comme des concepts. Vous savez que pour un philosophe important du XXe siècle, Gilles Deleuze, la philosophie, et donc, il me semble, a fortiori l'éthique, comme une pratique philosophique particulière, peut-être comme une philosophie pratique, la philosophie est la discipline qui consiste à créer des concepts. C'est dans un petit livre qu'il a écrit avec un psychanalyste qui s'appelle Félix Guattari, « Qu'est-ce que la philosophie ?» qui est un livre important pour la philosophie contemporaine. Dans ce petit livre « Qu'est-ce que la philosophie ?» la réponse de Deleuze, c'est la philosophie est la discipline qui consiste à créer des concepts. Alors entendons-nous bien sur cette idée-là. Il me semble que l'art du questionnement éthique, qui nous préoccupe ici, relève aussi de cette essence conceptuelle. L'éthique est aussi une discipline de création conceptuelle. Qu'est-ce qu'un concept ? Un concept, c'est une représentation intellectuelle, générale et abstraite. C'est une définition qu'en donne Deleuze. C'est une représentation intellectuelle, générale et abstraite. C'est important parce que un concept n'est pas une représentation d'une chose. Le concept est toujours non représentationnel. Ça ne représente pas une chose. Justement, ça s'en détache et c'est sa force. Par exemple, et j'en ai parlé hier au M1, on peut parler du concept de science. Mais on ne va pas parler de la science elle-même. On va parler de la représentation que l'on se fait de la science. Et là, on voit qu'il y a des concepts de science en concurrence qui peuvent précisément dessiner des territoires qui sont très différents. Mais on ne va pas parler de la chose elle-même directement. Il n'y a pas besoin de voir la science se faire ou de constater un triangle dans le réel pour concevoir le concept de science ou le concept de triangle. C'est toute la force de la création conceptuelle. Mais à quoi sert la question, c'est à quoi sert cette activité de création de concepts ? Est-ce qu'en éthique, on a besoin de créer des concepts ? Alors, Deleuze et Guattari répondent en quelque sorte de cette façon-là. Plutôt à la fin de l'ouvrage, ils évoquent l'idée suivante, c'est un peu un appel qu'ils font. Nous demandons, disent-ils, nous demandons seulement un peu d'ordre pour nous protéger du chaos. Pour ceux qui connaissent un peu Deleuze, ils comprennent bien cette phrase-là. Guattari, c'est G-U-A-T-A-2-R-I. Nous demandons seulement un peu d'ordre pour nous protéger du chaos. Et le chaos vient d'où ? Le chaos, il vient pour eux de ce qu'on peut appeler la panique du labyrinthe. Alors en éthique, on est tout le temps là-dedans. La panique du labyrinthe. Vous êtes tous déjà allés dans un labyrinthe.
C'est une sorte de dispositif horizontal avec des embranchements, des impasses, des fausses pistes, qui est précisément ce labyrinthe destiné à perdre ou à ralentir celui qui cherche à s'y déplacer. Donc, en éthique, nous sommes dans un labyrinthe. Nous sommes dans un labyrinthe. Toute situation éthique est une forme de labyrinthe où nous avons des fausses pistes. Nous avons des embranchements multiples, mais on ne sait pas lequel est le bon. Nous avons des impasses. La réflexion éthique est une sorte de dispositif horizontal et nous pouvons évidemment sombrer à une forme de panique face à ce labyrinthe. Le labyrinthe intellectuel et le labyrinthe des expériences qui s'y ajoutent sont source de panique et donc, pour Deleuze et Guattari, source de chaos. C'est dans le sens, de cette phrase, nous demandons seulement un peu d'ordre pour nous protéger du chaos. Ainsi, pour Deleuze et Guattari, le concept, sa force, le concept intervient ici comme une carte. C'est l'idée du concept comme carte, bien connue. Le concept intervient comme une carte pour s'orienter dans ce labyrinthe. Pas pour le représenter, encore une fois. Pas pour essayer d'en faire une théorie, pas pour essayer de dire le concept, c'est la représentation intellectuelle du labyrinthe, donc de ce réel chaotique. Non, il y a une sorte de détachement des deux. Pour eux, le concept comme carte, ça signifie d'abord produire un système de coordonnées. Voilà, c'est le principe de la cartographie, des points cardinaux, pour constituer des repères minimaux permettant de tracer des trajets vers des objectifs que l'on s'est donnés, pour explorer, expérimenter, tracer des lignes de fuite. Donc, en quelque sorte, le concept, c'est quelque chose de l'ordre de l'expérience vitale. C'est quelque chose qui nous est indispensable pour ne pas sombrer dans l'égarement, dans l'errance intellectuelle, dans ce que Deleuze et Guattari appellent la bêtise. La bêtise qui nous amène, par exemple, à penser trop rapidement, à penser de façon trop massive, à se perdre dans des opinions, qui sont pour eux, pour Deleuze et Guattari, des lignes molaires, c'est-à-dire des lignes un peu vulgaires, trop importantes. Nous avons besoin de concepts, de créer des concepts pour sortir de la bêtise et essayer de s'orienter. Voilà. Alors, créer des concepts, ça ne veut pas dire forcément créer des mots. Ça, souvent, on confond les deux. Par exemple, on peut créer des mots en créant des concepts. Par exemple, Derrida, il crée à un moment donné... Donc, on est toujours créer des concepts en éthique pour s'orienter, pour faire face à la panique du labyrinthe, mais toujours face à un problème, pour résoudre un problème. C'est vraiment la caractéristique du concept chez Deleuze. Le concept comme carte, c'est que le concept n'intervient comme création que pour répondre à un problème. C'est parce que nous sommes face à un problème que nous avons besoin d'autre chose que ce qui existait déjà dans la tradition. Et cette création conceptuelle, ça peut être un détournement d'un concept existant. Voilà. Et en éthique, on va faire que ça. On va peut-être le faire aujourd'hui avec les interventions. Par exemple, l'éthique a braconné le concept de valeur. Pour en faire quelque chose, j'y reviendrai après, pour en faire quelque chose de très différent de ce que la tradition a voulu en faire. Ça peut être aussi une invention de mots. Alors Derrida, par exemple, lui, face à un problème, son problème à Derrida, un de ses problèmes, il en a eu plein, auquel il a essayé de donner des réponses, c'est le problème de la relation entre l'homme et l'animal. Vous savez qu'il a beaucoup travaillé sur cette question-là, il a écrit un livre qui s'appelle « L'animal que donc je suis », etc. Il était insatisfait de la façon dont on traitait le règne animal dans cette opposition entre l'homme et l'animal. Et donc, il a, face à ce problème du traitement de la frontière entre l'homme et l'animal, il a ressenti le besoin de créer un nouveau concept et un nouveau mot. Et ça a été l'animaux. Le pluriel dans le singulier, l'animaux. A-N-I-M-O-T. Donc, pour dire, donc il crée là le concept du pluriel dans le singulier en disant que quand on dit l'animal, on est trop restreint. Quand on dit les animaux, on ne sait pas exactement de quoi on parle. Et donc, pour
tout comme dans l'homme, le concept d'homme, le concept d'animaux, l'animaux, et pour lui, le concept miroir satisfaisant. Et donc il développe toute cette idée-là. Donc en faisant ça, il crée des nouvelles coordonnées finalement, des nouveaux repères cardinaux. Et il crée une nouvelle carte pour s'orienter dans ce chaos de la relation homme-animal. Hartmut Rosa, pour prendre un exemple plus récent, le philosophe et sociologue allemand, réopère une création conceptuelle avec l'idée de résonance. Actuellement, Rosa développe la question de la résonance. Hartmut Rosa est face à un problème, celui du délitement. Oui. Vous pouvez préciser le nom? Rosa. R-O-S-A. Ouais, comme le prénom. D'accord. Comme Rosa Luxembourg ou Rosa Parks. Il y en a plein d'ailleurs dans les trucs. Hartmut Rosa. Hartmut, oui. Hartmut Rosa est face à un problème. Il est face au problème du délitement de notre relation au monde. Problème classique. Oui. Oui. Résonance, c'est R-A-I. Non, résonance, c'est R-E, comme la résonance magnétique, enfin la résonance, l'écho. Voilà. C'est un concept physique au départ, justement, qui réutilise cette idée-là. Il est face à un problème, celui du délitement de notre relation au monde. Pour lui, les concepts classiques ne suffisent pas. L'émancipation, la liberté, les concepts de relation, d'attention, concepts classiques ne suffisent pas. Donc, il reprend la question de la résonance. Et dans le chaos de notre rapport numérique, notre rapport non attentionnel au monde, dans le chaos de l'accélération, qui était un concept qu'il a théorisé précédemment, sa question, c'est comment garder une forme de cohérence, comment garder le cap, comment éviter le piège du commentaire facile sur cette époque numérique, non attentionnelle, comment éviter finalement la bêtise, pour reprendre un terme de Deleuze. Il utilise pour ça le concept de résonance, qui va être sa matrice conceptuelle, sa nouvelle carte pour s'orienter dans ce labyrinthe du délitement de notre relation au monde, et il va théoriser finalement cette carte. Il va essayer de faire une cartographie de cette situation. Voilà. Bon, du coup, le concept, c'est quelque chose ça va être un des matériaux de la réflexion éthique, du bricolage éthique. Et donc, ça va être le matériau de notre réflexion, les concepts. Donc, lorsque je dis ça, c'est aussi pour dire... donc là, on va parler de notions. Vous allez utiliser des notions dans votre travail, dans vos réflexions, dans vos travaux. Par exemple, en éthique, vous allez avoir les matériaux classiques, qui sont ceux de normes, de valeurs, de principes, de finalités, de conséquences que vous allez devoir travailler. Considérer ces notions comme des concepts, donc potentiellement comme quelque chose qui peut être réinventé, quelque chose qui peut être braconné, quelque chose qui peut être recréé, quelque chose qui peut vous permettre de créer une nouvelle carte de réflexion. Voilà. L'éthique, c'est aussi un exercice de création conceptuelle. Enfin, j'allais dire, c'est surtout un exercice de création conceptuelle. C'est une pratique de création conceptuelle qui a à voir évidemment avec le contexte dans lequel on est, qui a à voir avec les éléments, les données avec lesquelles nous devons traiter dans ce contexte précis. Voilà. L'éthique est toujours quelque chose de situé. Et donc, dans ce contexte, on peut faire un usage créatif des concepts, voire inventer des nouveaux concepts. Voilà. Bon, c'est une petite introduction à cette journée.